Le Ku Klux Klan est le plus ancien groupe terroriste des États-Unis. Cette société secrète, qui prône la suprématie blanche et prêche la haine des Noirs, a traversé les décennies et a toujours su renaître de ses cendres. Ces crimes ont ensanglanté l'Amérique depuis plus de 150 ans. 150 ans de haine, de racisme et d'horreur. Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. I don't believe in segregation, I believe in slavery. 150 ans d'exclusion, de violence et de fureur. Une histoire cruelle, dont les démons hantent toujours l'Amérique. « 1865, États-Unis. La guerre de sécession se termine enfin. Après 4 années de combats meurtriers qui ont fait plus de 700 000 morts, les États sudistes, partisans acharnés du maintien de l'esclavage, sont défaits par les États du Nord, abolitionnistes. À Appomattox, le général Lee se rend au général Grant. Quelques mois plus tard, l'esclavage est aboli. Sur 9 millions d'habitants du Sud, près de 4 millions d'esclaves brisent leurs chaînes. Enfin. Pour les propriétaires de plantations, cette révolution est intolérable. Ça remettait en question leur identité parce qu'elle était intimement liée à leur statut de maître. Ils appartenaient à la classe des propriétaires d'esclaves, même s'ils n'en possédaient pas eux-mêmes. Les propriétaires d'esclaves étaient terrifiés par l'abolition de l'esclavage. Sur le plan économique, parce qu'ils allaient perdre une main-d'œuvre bon marché, mais aussi parce que les Afro-Américains risquaient de demander à être des citoyens et réclamer des droits. Dans l'État du Tennessee, dans la ville de Pulaski, une poignée de vétérans sudistes de souche écossaise décide alors, en 1865, de fonder une société secrète. À l'origine, ça a été conçu comme une confrérie, un peu comme une blague. C'était juste une bande de types qui cherchaient un prétexte pour se retrouver, boire une bière et s'entraider. Si on leur demandait pourquoi ils avaient créé le clan, ils répondaient que ça avait commencé comme un club pour boire entre amis. Ils étaient jeunes et s'ennuyaient. Ils vivaient dans une petite ville appelée Pulaski, dans le Tennessee. Et ils ont décidé de fonder une petite société secrète. Ces vétérans veulent d'abord évoquer les souvenirs des batailles passées et le bon vieux temps du Sud esclavagiste. Ils baptisent leur société d'un nom mystérieux. Ku Klux Klan. On ne sait pas avec certitude pourquoi ils ont choisi le nom Ku Klux Klan. Certains disent que ça fait référence au bruit d'un fusil qu'on arme, cluc cluc, devenu Ku Klux. Mais l'explication la plus largement acceptée est que ça vient du mot grec kuklos, qui signifie cercle. Et c'est crédible, parce que les fondateurs du clan avaient effectivement étudié le latin et le grec,
et qu'ils utilisaient des expressions latines dans certains de leurs écrits. Ils se vantaient d'avoir fait des études classiques. Ils raffolaient de la mythologie et des noms grecs. À bien des égards, ça se rapproche d'un fantasme d'adolescent qui se rêve en une sorte de confrérie de chevaliers du Moyen-Âge. Au mot grec « kuklos », ils ajoutent « clan », un terme répandu en Écosse, mais qu'ils orthographient avec un « K ». Le clan est né. Les premières virées dans la ville de Pulaski étaient pacifiques. Mais bientôt, les provocations et les intimidations envers les anciens esclaves se multiplient. Le premier groupe du clan à Pulaski, c'était des types qui montaient des canulars. Ils se déguisaient avec des costumes très recherchés, pas les draps blancs qu'on voit aujourd'hui. Et ils se baladaient en essayant de faire peur aux gens ou en leur faisant des blagues. Souvent, ils s'en prenaient aux esclaves affranchis, qu'ils imaginaient très superstitieux et qui risquaient de les prendre pour des fantômes. Il leur arrivait de déguiser leur voix pendant ces attaques, ou de pousser des cris d'animaux et des ululements. Ils pouvaient aussi parler sur un ton haut perché, ou au contraire très grave. Ou alors l'un d'eux parlait très haut et un autre très bas. Ou parfois, ils imitaient l'accent allemand. Je pense que cette violence leur donnait du plaisir. En fait, ils se divertissaient. Une rumeur se propage. Ces hommes cagoulés seraient les fantômes des soldats sudistes, morts sur les champs de bataille et bien décidés à se venger. La peur se répand chez les esclaves tout juste libérés. Bientôt, des groupes frères se forment dans le sud. Chevaliers du Camélia Blanc, White League, Red Shirts, tous utilisent le même procédé pour imposer leurs lois. Les hommes du clan se postent devant les bureaux de vote pour empêcher les Noirs de participer aux élections. Le Sud doit rester aux mains des Blancs. Peu à peu, c'est devenu une sorte d'organisation paramilitaire, ou plus précisément, une série de petites organisations paramilitaires qui très rapidement, sur une période d'1 an, a commencé à décider par la violence de ce que les Noirs pouvaient faire ou ne pouvaient pas faire. Malgré la résistance parfois armée des Afro-Américains, les meurtres et les lynchages se répandent. Les coups de fouet étaient une pratique courante héritée de l'esclavage. On doit d'ailleurs remarquer que les hommes du Ku Klux Klan savaient exactement comment fouetter leurs victimes. Ils savaient quelle branche d'arbre utiliser pour obtenir l'effet désiré. Et il faut se souvenir que les coups de fouet peuvent être mortels, surtout à cette époque, avant l'arrivée des antibiotiques. Ça pouvait dégénérer en infection et entraîner la mort en quelques semaines, après de terribles souffrances, à cause des plaies ouvertes laissées par le fouet. Il est essentiel de comprendre qu'en lynchant un individu, ils avaient pour objectif d'intimider tous les autres. C'est la définition même du terrorisme. Et dans une large mesure, ils ont atteint leur but. Parce que même si l'esclavage était aboli, la soumission complète des Afro-Américains se poursuivait. Ils ne pouvaient pas voter, ni avoir un emploi décent, ni accéder à l'instruction ou aux soins de santé. Ça a été une campagne très efficace, menée par une petite organisation terroriste. Les pseudo-justiciers du clan se forgent une réputation. Des groupes SM dans le sud, et le recrutement prospère. Encore faut-il un chef charismatique pour incarner ce combat. Pour porter leurs couleurs, les hommes du clan choisissent un héros sudiste de la guerre de sécession. Le général Nathan Bedford Forrest. Ils se sont réunis et se sont dit, bon, qui on prend comme chef?
et ils ont tous voté pour en désigner un. Comme Nathan Bedford Forrest a eu le plus de voix, ils sont allés le voir et ils lui ont dit « On a monté un truc qui s'appelle Ku Klux Klan ou Kuklos et on vous a choisi comme chef. » Nathan Bedford Forrest n'était pas au courant du vote. Il n'était même pas membre du clan. Nathan Bedford Forrest était un personnage très romanesque. C'était une célébrité à l'époque. Il était connu pour être un homme à poigne qui savait faire ce qu'il y avait à faire et il avait une certaine réputation. Il était heureux d'être mis en avant comme ça et il était très fier d'être à la tête du clan. Pour un groupe violent comme le clan, Forrest est le chef idéal. Sa réputation le précède. Ancien marchand d'esclaves, il a commis pendant le conflit de nombreux crimes. Pendant la guerre de sécession, sous l'autorité de Nathan Bedford Forrest, 300 à 400 hommes noirs qui se rendaient ont été massacrés. C'étaient des soldats yankees qui se rendaient aux hommes de Forrest. Mais Forrest a autorisé ses troupes à s'en donner à cœur joie. Il les a même encouragés à faire un carnage et à assassiner tous ces hommes. Ça en dit long sur la mentalité du clan. Nathan Bedford Forrest était un marchand d'esclaves, un criminel de guerre et le premier chef du clan national à l'apogée de sa violence. Avec Forrest à leur tête, les expéditions punitives se succèdent. La violence atteint son paroxysme en 1868. À l'approche des élections présidentielles, des dizaines de tribunaux, d'églises, de bureaux de vote disparaissent en fumée. Dans le Sud, plus de 1000 meurtres sont commis en 4 semaines. Les anciens esclaves ne doivent en aucun cas exercer leurs droits. Ils pourraient sinon remettre en question la domination blanche. Les proies ne sont pas sélectionnées au hasard. La priorité du premier clan a été la neutralisation politique, ce qu'on pourrait appeler le politicide des Afro-Américains du Sud. Il a ciblé en particulier les Afro-Américains qui votaient. Et encore plus, ceux qui étaient dans la fonction publique. Souvent, le clan n'est même pas allé voir les Afro-Américains fonctionnaires pour leur dire « Si vous ne démissionnez pas, on reviendra ». Il les a directement assassinés, parce qu'il avait compris que ces gens étaient déjà considérés comme des leaders dans leur communauté. Le clan savait que les autres Afro-Américains les voyaient comme des exemples à suivre pour faire valoir leurs droits civiques dans la société américaine. Il fallait donc les éliminer. Pendant l'époque de la Reconstruction, le clan n'a pas hésité à s'en prendre aussi à des républicains blancs qui défendaient à ses yeux des intérêts politiques favorisant le pouvoir des Afro-Américains. Donc cela nous rappelle que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement de la violence, ce n'est pas seulement de l'immoralité, ce n'est pas seulement du terrorisme, c'est de la politique. À Washington, on entend démanteler cette société secrète, coûte que coûte. Le Congrès adopte une série de lois pour abattre le clan. Le pouvoir proclame la loi martiale. L'armée fédérale, toujours déployée dans le Sud, lutte contre l'organisation. Sa mission, protéger les électeurs noirs. La répression porte ses fruits. À partir de 1872, le clan est officiellement détruit. Mais il est trop tard. Les suprémacistes blancs n'en ont en fait plus besoin. Quand les esclaves noirs affranchis et leurs défenseurs ont commencé à battre en retraite, et que les Noirs ont eu de plus en plus peur de voter parce qu'ils risquaient leur vie, le clan avait atteint son objectif. Les Blancs du Sud ont réussi à reprendre le pouvoir légitime. Une fois qu'ils ont récupéré le bureau du shérif, les tribunaux et toutes les instances du pouvoir, ils n'ont plus eu besoin du clan. Pour tout dire, quand vous détenez le pouvoir légitime,
Vous n'appréciez pas de voir des groupes de jeunes qui s'attaquent aux personnes. Vous ne voulez pas avoir à gérer ce genre de situation. Vous voulez juste être aux commandes. En 1877, l'armée fédérale quitte le Sud sur un bilan mitigé. Avec la fin de l'esclavage, devait s'ouvrir le règne de l'égalité. Pourtant, progressivement, c'est la ségrégation qui s'impose. Elle durera près d'un siècle. Dans la vie quotidienne, noirs et blancs ne se mélangeront ni dans les écoles, ni dans les commerces, les transports ou bien les hôpitaux. Les Afro-Américains sont séparés de la population blanche qui conserve tous les pouvoirs. Les Noirs restent des citoyens de seconde zone. Les valeurs de l'Empire invisible se sont largement diffusées dans la population. Les lynchages des Afro-Américains deviennent monnaie courante. Le gouvernement fédéral ferme les yeux. Des photos des lynchages étaient vendues comme carte postale. On voulait garder des souvenirs de ces événements. Les gens se faisaient prendre en photo devant la personne lynchée. Donc c'était des actes qui impliquaient directement ou indirectement une large part de la population blanche. Les lynchages allaient souvent bien au-delà de l'image d'Épinal de la pendaison. La victime pouvait se faire tirer dessus, être brûlée vive, ou même attachée à l'arrière d'une voiture au début du XXe siècle et traînée dans les rues. Ensuite, sa dépouille était exhibée publiquement. Très souvent, des sévices étaient infligés au corps de la personne lynchée. Pour parler crûment, ils adoraient couper le pénis de la victime et le lui mettre dans la bouche. Il y avait un sous-texte tellement sexuel que ça évoque forcément une espèce d'angoisse des Blancs vis-à-vis de la sexualité des Noirs. C'était un rituel dont le but était de faire passer un message aux Noirs qui en entendaient parler et aux Blancs qui avaient assisté au crime. La domination raciale serait imposée dans la société. Donc c'était un processus culturel. C'était une démonstration très macabre, en plus d'une tentative de rendre la justice grâce à des milices armées. Dans ce sens, le but était d'organiser l'ordre social, de la même manière qu'un sermon à l'église doit vous inculquer les bonnes valeurs. Au début du XXe siècle, le Nouveau Monde change. Les villes verticales émergent et l'Amérique attire des flots d'immigrants. Des millions d'Européens, catholiques du Sud, juifs de l'Est, débarquent vers la première puissance industrielle du monde. Promesse d'un avenir meilleur. Le clan avait sombré dans l'oubli. 50 ans après la guerre de sécession, il va renaître de ses cendres. En février 1915, sort sur les écrans « Naissance d'une nation » de David Griffith. Adapté d'une pièce à succès, Le Clansman, ce long métrage revisite l'histoire de la guerre de sécession et de la reconstruction. Griffith innove. Plan large de bataille, décors réalistes, musique envoûtante. Naissance d'une nation est un film à grand spectacle qui tranche sur les scénettes artisanales des débuts du cinématographe. Dans sa deuxième partie, Griffith dépeint l'après-guerre à sa manière. Les hommes du clan sont présentés non comme des criminels, mais comme des justiciers.
Les spécialistes du cinéma le considèrent comme un film très novateur et moderne en termes de lumière, d'interprétation, etc. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le message véhiculé par le film. Les hommes noirs menacent d'enlever et de violer les femmes blanches dans tout le pays. Et le point culminant du dénouement de l'histoire est une scène terrifiante. Elle montre des hordes d'hommes noirs, présentés comme des barbares et des sauvages, qui déferlent dans les campagnes, et les hommes courageux du Ku Klux Klan qui s'interposent pour défendre la moralité et la vertu des femmes blanches. Cette notion de protection des femmes blanches est centrale pour le clan dans le Sud. Il a présenté le Ku Klux Klan de façon romantique. C'est une justification de son existence. Tout cela signifie que quelqu'un doit littéralement monter sur un cheval blanc pour non seulement restaurer l'ordre, mais aussi l'honneur. C'est très important pour comprendre l'attraction exercée par le clan. Certains hommes y trouvaient le moyen de flatter leur ego, d'être des héros, des super patriotes qui se battaient pour protéger leurs valeurs et leur pays. Les redresseurs de tort du clan rendent leur justice, et les spectateurs en redemandent. Le film relance la curiosité pour le Ku Klux Klan. Un homme va en profiter. William Joseph Simmons. Cet ancien prédicateur né en Alabama est un habitué des ordres fraternels. En novembre 1915, dans la région d'Atlanta, il organise l'ascension de la colline de Stone Mountain. Simmons rêve de recréer le Ku Klux Klan pour faire fructifier l'héritage sudiste et, au passage, gagner de l'argent. Derrière son masque de squelette, Simmons crée un rituel, des cérémonies secrètes, des mots codés. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il s'autoproclame grand sorcier impérial et empereur de ce qu'il appelle l'Empire invisible. Il rédige le code d'honneur des Klansmen, le Cloran. Un nouveau clan est né, avec un chef et ses lois. Pendant que Birth of a Nation répand son venin, Simmons annonce, par des communiqués publiés dans la presse, le retour du clan. Naissance d'une nation devient alors une publicité de 180 minutes à la gloire de son mouvement. Les cavaliers cagoulés de Simmons se retrouvent sur les affiches de cinéma et dans les journaux de tout le pays. La représentation du clan dans l'imaginaire populaire a été créée par Griffith dans Naissance d'une nation. C'est le film qui a inventé l'image de la cagoule et de la tunique blanche, qui ont ensuite été adoptés par le deuxième clan. Ce n'est pas le clan qui a produit Naissance d'une nation, mais il a clairement capitalisé sur le film. L'une de ses grandes techniques de recrutement consistait à organiser des projections du film dans les petites villes. Il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, le cinéma était encore une nouveauté très excitante au début des années 20. Je suis sûre que beaucoup n'avaient jamais vu de film auparavant. De plus, le clan faisait payer un droit d'entrée. Dans une petite ville, ça pouvait vraiment créer l'événement. Naissance d'une nation est considéré comme le premier blockbuster fabriqué par Hollywood. Plus de 50 millions d'Américains vont s'émerveiller devant ce film raciste. Pour la plupart des spectateurs, les batailles spectaculaires, l'assassinat de Lincoln et bien sûr, le clan héroïque sont autant de vérités.
C'était un film de fiction que David Griffiths avait délibérément conçu pour donner une impression de vérité historique. Il avait inséré des cartons avec des citations d'universitaires ou d'historiens connus pour faire croire que c'était un récit authentique de la période de la reconstruction. Et cette idée a été largement acceptée à l'époque. Ce film était vu comme une représentation fidèle du Sud après la guerre de sécession. Pour les Américains, c'est devenu la version officielle de l'histoire sudiste, qui bien sûr est un chapitre de notre histoire nationale. Pour contrer cette propagande, les Afro-Américains se mobilisent. La NAACP, une association qui défend leurs droits, tente de faire interdire le film. Et certaines villes le boycottent. Mais le pouvoir reste de marbre. L'œuvre de Griffiths est le premier long métrage à être projeté à la Maison-Blanche, en présence du président, le démocrate Woodrow Wilson. On a gardé l'image de Woodrow Wilson comme un président progressiste. Mais quand il y a eu une projection privée de Naissance d'une nation à la Maison-Blanche, il a eu cette remarque tristement célèbre. C'est comme écrire l'histoire avec la foudre. C'est dire la qualité du film. Le président Wilson a encensé le film. Il l'a trouvé formidable. Il était raciste et ségrégationniste. Ça ne signifie pas pour autant qu'il approuvait les lynchages perpétrés par les membres du clan. Il faut se souvenir que Wilson lui-même était originaire du Sud. Sa carrière dépendait des voix du Sud, où vous aviez un électorat qui était exclusivement blanc. Et Woodrow Wilson ne pouvait pas se permettre de se les mettre à dos. Wilson a donné son aval à la naissance d'une nation, et donc à l'idée du clan, ce qui lui a fait une énorme publicité. Naissance d'une nation offre au clan une audience nationale. Joseph Simmons est ambitieux. Il sent que sa petite entreprise a de l'avenir. Pour la développer, il doit communiquer. Le grand sorcier va recruter 2 experts en marketing, Elizabeth Tyler et Edward Clark. Ces 2 publicitaires comprennent comment faire fructifier l'organisation. Ils échafaudent un système d'intéressement pyramidal. Si je vous recrutais dans le clan, je gardais 40% de vos frais d'adhésion. Ensuite, vous recrutiez quelqu'un d'autre et vous touchiez 40% de ce qu'il versait, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus personne à recruter. Au début, l'adhésion coûtait $10, ce qui correspond à plus de $120 aujourd'hui. Ce n'était pas une organisation pour les pauvres. Le clan a un business. C'est ses membres. Ils doivent payer leur adhésion et tout l'argent que vous versez chaque mois va au sorcier impérial. Et il utilise cet argent pour voyager et faire la fête aux cérémonies avec les croix enflammées. Ça paye ses factures et son alcool. Il travaille pas. Il n'a pas d'emploi. Nous, on bosse. C'est juste une arnaque. Tout le truc est une arnaque. Tout était très bien organisé. Ils obligeaient les membres à louer leur tunique. Vous n'aviez pas le droit de coudre votre propre costume. C'était un modèle de tunique standardisé, en tissu blanc avec une croix et une goutte de sang sur le devant, comme aujourd'hui. Et l'expansion du clan a été extrêmement rapide. Les prêches, les meetings, les cérémonies nocturnes attirent toujours plus. En quelques mois, l'organisation passe de 2000 à 300 000 membres. À $10 l'adhésion, le clan devient riche et puissant. À commencer par son sorcier impérial, Sa Majesté William Joseph Simmons.
Dans les années 20, le clan était très puissant, avec de très gros moyens. William Joseph Simmons, qui a été le premier chef du clan de la deuxième époque, vivait dans une villa à plusieurs millions de dollars. Pendant un temps, comme les adhésions allaient bon train, c'était un business florissant. Le nouveau monde change et les peurs de la majorité protestante s'élargissent. Il faut vivre avec son temps. Le clan enrichit son commerce de haine. Au-delà de la détestation des Noirs, le clan devient anti-immigrant, anti-urbain, anticommuniste, antisémite et anticatholique. Il se pare de toutes les vertus et prône tout naturellement la prohibition. Les colonies américaines avaient été fondées par des protestants venus d'Europe, qui avaient des préjugés contre les catholiques, les papistes comme ils disaient. Ces gens ne respectaient pas les États-Unis. Si le pape leur disait d'assassiner le président, ils le feraient, parce qu'ils étaient à la solde du pape. C'était le cliché. Il y avait aussi l'idée qu'ils buvaient trop, parce qu'ils utilisaient du vin pendant la communion. Bien sûr, on était à l'époque de l'entrée en vigueur de la prohibition, donc les catholiques étaient très associés à l'alcool. Il faut dire aussi que le catholicisme était lié à des pays européens pauvres, avec des populations à la carnation plus sombre, c'est-à-dire les Grecs, les Portugais, les Espagnols et les Italiens du Sud. À l'époque, ils n'étaient pas considérés vraiment comme des Blancs, mais juste un petit peu blancs. La croissance de l'organisation est spectaculaire, proportionnelle à celle de son compte en banque. La secte devient l'une des plus importantes organisations politiques du pays. Elle a débordé son bassin sudiste pour inonder tout le territoire. Le 8 août 1925, plus de 40 000 militants défilent à Washington. C'est une immense démonstration de force. Ils ne craignent pas de défiler à visage découvert. Leur nouveau chef, Hiram Evans, parade dans le cortège, sans le moindre complexe. Jamais l'Empire invisible n'a paru aussi puissant. On estime que le clan a eu jusqu'à 4 millions de membres, ce qui représente une portion non négligeable de la population des États-Unis, si on considère tous ceux qui n'avaient pas le droit d'y adhérer. On pouvait en faire partie uniquement si on était né sur le sol américain, si on était blanc et si on était protestant. Quand on considère le nombre de candidats potentiels, en tenant compte de ces critères, on voit que 4 millions, cela représente un taux d'adhésion absolument terrifiant. Alors que les caméras se fixent sur le défilé, une autre séquence se déroule hors champ. En coulisses, les lobbyistes du clan s'affairent. Leur influence sur la vie politique américaine est considérable. Dans les années 20, l'Empire invisible fait élire 11 gouverneurs, 75 représentants et 16 sénateurs. Harry Truman, futur président américain, avouera dans ses mémoires avoir brièvement adhéré dans sa jeunesse au clan dans le Missouri, pour des raisons électoralistes. Harry Truman en a été membre. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était quelque chose de très convenable. Dans de nombreux endroits, on adhérait au clan parce que ça donnait un statut social. C'était une organisation communautaire très respectée. De plus, les délégations locales du clan, les Klaverns, permettaient de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du networking. On se faisait des relations, on rencontrait des gens qui pouvaient être des clients, des employeurs ou des contacts intéressants. Et il y avait des avantages économiques évidents à être membre du clan dans certains endroits. Par sa puissance, le clan fait et défait les carrières. Lors de la Convention nationale démocrate de 1924, il barre la route au candidat Al Smith. De bonnes raisons. Al Smith était catholique et s'opposait à la prohibition. Mais la plus grande victoire du clan est de faire voter une loi draconienne sur l'immigration.
Le Klan a favorisé le vote de la loi sur l'immigration de 1924, qui a mis en vigueur pour la première fois un système de quotas pour l'immigration aux États-Unis. Cette loi privilégiait les pays d'Europe du Nord, autrement dit, les pays germaniques et le Royaume-Uni. Donc, de 1924 à 1965, l'année où le système a été réformé, les États-Unis ont eu une politique migratoire très influencée par le Klan qui limitait l'immigration sur le sol américain à ce qu'on pourrait appeler des Aryens. Bientôt, la nébuleuse du Klan s'infiltre partout, y compris dans la culture des années folles. Il produit ses musiques, qu'il édite et diffuse sur ses stations de radio. L'organisation possède sa propre presse, comme The Fiery Cross ou The Searchlight, qui relaie la parole de ses leaders. Toujours anti-noirs, anti-catholiques et antisémites. Les annonceurs répondent à l'appel. Le triple K est à l'honneur. Les réclames préconisent le Ku Klux Klan Junior pour les 12-18 ans. Et vantent les accessoires indispensables à tout bon Klansman. L'organisation sponsorise des pièces de théâtre à sa gloire. Elle finance même des films pour populariser son action. Jamais la société secrète n'a été aussi visible. Ils organisaient des rodéos et des tournois médiévaux. Ils apparaissaient dans les romans de gare, les films grand public et la musique populaire. On les entendait à la radio et leurs journaux se vendaient au coin de la rue. Ils sont devenus une composante majeure de la vie culturelle américaine. La secte fait vendre. Ces figures cagoulées apparaissent dans des films d'animation et des courts-métrages. Même Harold Lloyd tente de leur échapper dans ses aventures rocambolesques. En 1924, il apparaît aussi dans l'un des premiers courts-métrages de Walt Disney, où des gamins miment la société secrète. Le Klan était de loin le plus grand mouvement social des années 20. C'était non seulement une organisation de masse qui comprenait entre 3 et 6 millions de membres, mais c'était aussi une organisation familiale avec des activités pour les enfants et les jeunes. Dans les années 20, le Klan organisait des événements très familiaux. Les membres y venaient avec femmes et enfants, et il y avait une ambiance de kermesse très festive. Il y avait des pique-niques géants qui pouvaient réunir 25 000 personnes. Il y avait des compétitions avec des remises de prix, des concours de beauté. Il y avait une fanfare, des danseurs. On pouvait avoir l'impression, dans certains endroits, qu'une famille pouvait passer toute sa vie entourée uniquement par les membres du clan. Le clan avait édicté des règles pour les enterrements, les mariages et les baptêmes de ses membres. Le clan faisait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux protestants blancs. Pendant que le clan organise ses activités bon enfant au grand jour, dans l'ombre,
Ces crimes se poursuivent. Le clan a réussi un tour de force. Il est devenu fréquentable. Et son grand sorcier orne même la couverture du prestigieux Time Magazine. Je crois que le plus important à comprendre, et peut-être le plus effrayant, c'est que le clan avait acquis un certain vernis de respectabilité. Il était vu par beaucoup comme un groupe politique légitime et fraternel dans la société américaine. Cet âge d'or ne dure pas. À la fin des années 20, plusieurs scandales minent le mouvement. David Stephenson, le nouvel homme fort du clan, grand dragon de l'Indiana à la tête de plus de 100 000 clansmen, est condamné pour le meurtre et le viol de son assistante. Il a enlevé, torturé, violé et assassiné son assistante. C'était horrible. L'affaire a été couverte par le New York Times et sur la côte ouest. Et certains se sont dit, ça va trop loin, on ne peut pas être associé à ces gens-là. L'une des grandes ambitions du clan dans les années 20 était la protection de la vertu des femmes blanches et de l'américanisme à 100%, comme il disait, c'est-à-dire la défense des femmes blanches et de leur honneur. Mais quand le Klansman le plus connu du pays a été condamné pour le viol et le meurtre monstrueux de Madge Oberholzer, ça a d'abord détruit la branche locale du clan dans l'Indiana, et puis par ricochet, le clan dans le reste du pays. Condamné à la prison à vie, Stephenson n'a plus rien à perdre. Il vide son sac. Il transmet des documents incriminant les fonctionnaires de l'Indiana corrompus par le clan. Le gouverneur Ed Jackson et bien d'autres sont inculpés. Une lettre du maire d'Indianapolis, John Duval, révèle l'ampleur de la gangrène. Si je suis élu maire d'Indianapolis, je m'engage à ne nommer aucune personne sans qu'elle ait au préalable l'aval de M. Stephenson. Puis c'est au tour d'Edward Clark, le publicitaire du clan, d'être poursuivi. Il est régulièrement aperçu en compagnie de prostituées ou en train de siroter du whisky, au mépris des valeurs religieuses défendues par le clan. Il répétait, si Jésus vivait aujourd'hui, il serait un homme du clan. L'une des nombreuses contradictions que l'on peut reprocher au clan, c'est que ses leaders respectaient rarement, voire jamais, les valeurs morales qu'ils exigeaient de leurs membres. Dans tout le pays, les gens ont eu connaissance de ces scandales et le grand public a peu à peu réalisé que cette organisation n'était pas aussi héroïque et patriote qu'elle le prétendait. À la fin des années 20, la Grande Dépression qui frappe les États-Unis affaiblit encore l'organisation. Les membres n'ont même plus les moyens de payer leurs cotisations. La politique de relance du président Roosevelt métamorphose des régions rurales du Sud et crée des emplois ouvriers. Le clan n'est guère plus un outil de promotion sociale. Les Blancs pauvres s'en détournent. Dans la foulée de son élection, Roosevelt autorise à nouveau la consommation d'alcool. L'Empire invisible perd la bataille de la prohibition. Ce n'est pas sa dernière défaite. En 1939, Hollywood adapte « Autant en emporte le vent », une fresque sur la guerre de sécession, truffée de préjugés racistes. Alors que le clan était bien présent dans le best-seller de Margaret Mitchell, il est cette fois totalement effacé de l'histoire. Kiss me.
septembre 1939, le monde s'embrase. Fidèle à ses haines, le clan se lie un temps à un parti pro-nazi américain, le Bund. Camp Nordland, owned by the German-American Bund, says welcome in German and keep out in English, as the New Jersey Ku Klux Klan rents the camp for one day. Cameramen are not permitted to photograph everything. Only a few Klansmen appear in pictures, none of the uniformed Bund stormtroopers. Grand Giant of the Klan, Arthur Bell, left, and Bund leader Klaproth shake hands. Mais en décembre 1941, les États-Unis entrent dans la guerre, suite à l'agression de Pearl Harbor. Les chemises brunes du Bund, comme les cagoules blanches du clan, disparaissent de la scène publique. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les gens se sont détournés du clan. Parce que l'exemple de la politique nazie avait rendu le fanatisme et le sectarisme moins populaires. Mais également parce qu'il y a eu un mouvement pour mettre en lumière la diversité dans l'armée américaine. On rappelait que de nombreux juifs et catholiques s'étaient battus pour les États-Unis. Donc, il était difficile de prôner parallèlement l'hostilité envers ces communautés. Après 4 années de guerre, le 8 mai 1945, c'est le jour de la victoire en Europe. En septembre, le Japon capitule. Si l'Amérique se réjouit, le clan, lui, n'a pas le cœur à la fête. Le fisc provoque sa mise en liquidation judiciaire. L'Empire invisible n'a pas payé ses impôts dans les années 20. Et le Trésor lui réclame 685 000 $. Pour la seconde fois de son histoire, le Ku Klux Klan disparaît. Les têtes encagoulées de l'hydre, pourtant, ne tardent pas à repousser. Le contexte de l'après-guerre est propice à sa résurrection. Outre la crainte du communisme qui s'enracine, le retour des GIs afro-américains panique les suprémacistes blancs. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu pour la première fois un grand nombre d'anciens combattants noirs. Ces militaires étaient allés en Europe, notamment en France, où ils avaient été traités totalement différemment, comme s'ils étaient des individus comme les autres. Et pour la première fois, ils avaient porté des armes, et beaucoup avaient tué des Blancs. Donc, des Afro-Américains sont revenus aux États-Unis avec un regard très différent sur leur identité. Ils se disaient « Je me suis battu pour mon pays, contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi ne pourrais-je pas être un citoyen comme un autre ?» De nombreux efforts ont été déployés aux États-Unis. Beaucoup d'Afro-Américains se sont exprimés. Des intellectuels, des journalistes, des responsables d'organisations. Ils ont dit « On ne peut pas combattre la répression et la décadence à l'étranger et ne rien faire contre la répression et la décadence chez nous. Il doit y avoir deux victoires. Une victoire contre le fascisme et une autre contre le racisme aux États-Unis. » Face à cette ségrégation incessante, les Afro-Américains protestent pour faire valoir leurs droits. De nombreux vétérans refusent de laisser leur place dans les transports. Les incidents se multiplient. Les Blancs du Sud ne sont pas prêts à accepter cette soif de liberté. The Ku Klux Klan returns to the South. Complete with traditional white hoods, the sheet shortage notwithstanding, about 700 Klansmen prepare for the first meeting to be photographed since 1941. The assembly point atop Stone Mountain is 16 miles east of Atlanta, Georgia. Klan leaders predict similar revivals throughout America. En octobre 1946, Samuel Green, membre du clan depuis les années 20, reprend en main l'organisation. Ce docteur originaire de Géorgie multiplie les cérémonies à grand renfort de publicité.
Il vend le droit de filmer aux médias, dont Life Magazine. We don't hate the Negro. God made him black, and he made us white. And you will find this laid out in the 11th chapter of Genesis, in which he segregated the races. And we knowing that for 5,000 years, the white man has been the supreme race, we, the Knights of the Ku Klux Klan, intend to keep it the white race. Malgré sa faillite, le clan a maintenu une structure clandestine. Ils sont de nouveau des milliers à vouloir prêter allégeance à l'organisation. La cérémonie s'appelait cérémonie de naturalisation. Et il fallait prêter serment d'allégeance et jurer de protéger la race blanche et de ne jamais tourner le dos à nos frères. Un truc dans le genre. C'était assez puéril. Mais moi, je me suis senti flatté. Parce que j'appartenais à un groupe. Je me suis dit, j'ai réussi, je l'ai mérité. J'ai travaillé pour en arriver là. Ils font tout pour qu'on se sente fier d'en faire partie. L'Empire invisible reprend sa marche. Un obstacle inattendu va se dresser sur sa route. En 1946, le super-héros est déjà très populaire. Bande dessinée et dessins animés relatent ses aventures. Dans une émission radiophonique, il combat une organisation criminelle qui ressemble à s'y méprendre, au Ku Klux Klan. Son nom, le clan de la Croix de Feu. Now the adventures of Superman. Clark Kent tracked down a boy he believed knew the identity of the robed and hooded bigots. What has happened to the cunning, half-mad leader of the Clan of the Fiery Cross? We'll find out in just a moment. So stand by for the exciting climax of today's episode. À l'origine de ce projet, Stetson Kennedy, un journaliste qui s'est infiltré dans le clan afin d'en percer les secrets. Il a convaincu les producteurs de Superman d'alerter les jeunes Américains de la toxicité de la secte. L'émission remporte un franc succès. L'idée de Superman qui combat le clan à la radio dans les années 40 a été un outil de propagande puissant et efficace pour démontrer que le clan allait à l'encontre des principes américains. L'ironie tragique est que la devise de Superman est « la vérité, la justice et le mode de vie américain ». Une expression qui aurait tout à fait pu figurer dans un pamphlet du clan dans les années 20. Stetson Kennedy ne s'arrête pas là. Il se rend au Congrès en tenue de Klansman pour sensibiliser l'opinion et dénoncer l'absence de démocratie dans le sud des États-Unis. Son coup d'éclat impressionne. Dès 1947, le clan est ajouté à la liste des organisations subversives par le ministre de la Justice. Le rebond de l'après-guerre n'a pas sauvé le clan. Il ne compte plus que 20 000 membres. Bien peu au regard des 4 millions des années 20. Mais la menace n'a pas été éradiquée. Bientôt, les Afro-Américains vont réclamer avec plus de force leurs droits civiques. Cette bataille pour l'égalité va ranimer pour la 3e fois l'Empire invisible, dans un déferlement de violence.